Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine à l'émission, vous voyez derrière nous une carte du monde. Nous allons parler d'un sujet qui touche l'ensemble du monde, à savoir l'immigration. Donc, le transfert de personnes entre pays d'origine et pays d'adoption. Et pour vivre cette émission-là, pour nous parler de ce sujet-là, qu'elle connaît bien, j'ai avec moi Mme Marcelle Goran, qui est originaire de Côte d'Ivoire et qui œuvre dans le domaine de l'immigration, spécialement dans notre région de Lanaudière. Alors, bienvenue, Marcelle, avec nous. Merci. Et souvent, quand on entend parler de l'immigration, c'est souvent de façon négative, hein, je pense. On parle des seuils d'immigration, les immigrants viennent prendre nos emplois, ils demandent des sous, il faut qu'il y ait un seuil d'adoption, et ainsi de suite. Alors, j'aimerais ça de voir de toi, qui es une immigrante toi-même, hein, qui vient de Côte d'Ivoire, oui. Comment tu vois la situation qui se présente hein, dans la vie, dans les médias, puis aussi dans la vie de tous les jours, chez nous. Oui, chez nous. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, merci pour le moment d'échange, l'opportunité que tu me donnes d'échanger avec toi à ce sujet aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a beaucoup de propos ou d'informations négatives qui sont véhiculées sur l'immigration. On donne une mauvaise perception de ce que c'est et une mauvaise perception aussi de la contribution que ces personnes-là qui vivent l'immigration peuvent apporter dans notre société. Et oui, ça touche à travers le monde entier, puis plusieurs raisons expliquent ces mouvements-là entre pays. Par exemple, les guerres. Malheureusement. En ce moment, on en a une qui dure depuis plusieurs semaines. On en a aussi d'autres qui durent depuis plusieurs années, par exemple au Congo, en Afrique. Et ça crée justement cette instabilité à travers le monde. Ça fait en sorte que les gens ne peuvent pas rester chez eux pour jouir pleinement de leur pays. Et ils doivent justement aller chercher leur sécurité. Il y a aussi d'autres raisons, comme l'économie, qui font en sorte que des personnes doivent partir, ou que des pays doivent accepter que d'autres personnes viennent. Donc, si je prends l'exemple du Canada, population vieillissante, il y a même des communautés qui n'ont plus de personnes, justement, dans leur patelin, des églises qui ferment, des villages qui ferment. Le taux de natalité qui est très, très, très faible, ça fait en sorte que il faut des gens pour travailler, pour pouvoir contribuer à l'économie. Donc, les pays n'ont pas le choix que d'aller chercher ailleurs ces personnes-là pour venir contribuer à leur économie. Le taux de natalité, si je reviens à ça, par exemple en Côte d'Ivoire ou dans les pays en Afrique, nous on a une vraie pyramide. Ah oui? Oui, une pyramide dans le vrai sens du terme. Donc la population jeune est très 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 élevée versus la population vieillesse qui est plus basse. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, comme par exemple le taux de natalité qui est plus élevé, on a plus de personnes par famille. L'espérance de vie qui est plus courte aussi, donc le taux de renouvellement qui se fait plus rapidement, contrairement à ici. Donc tout ça fait en sorte que les gens bougent, les gens doivent aller ailleurs, mais malheureusement aujourd'hui, tout ce qui va mal dans nos sociétés est mis sur le dos de l'immigration. On va parler de capacité d'accueil, par exemple, on va dire non, on ne peut pas accueillir. Je me demande qu'est-ce que c'est. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore défini, en tout cas au Québec, ce que c'est réellement. Est-ce qu'on parle de l'espace? Pas nécessairement, parce que le Québec en lui seul représente 3,5 fois la Côte d'Ivoire, en termes de superficie. Et en termes de population, juste à la capitale en Côte d'Ivoire, on est plus nombreux que le Québec tout entier. Donc, est-ce que c'est l'espace? Je ne pense pas. Parce que côté géographique, si je prends le Canada, c'est d'un océan à l'autre. Oui. Donc, l'espace est vaste. Oui, on me dira qu'il y a des endroits qui ne sont pas habitables, peut-être, mais l'espace habitable est quand même vaste. Est-ce qu'on parle d'économie, de comment prendre en charge ces personnes? Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on dise, on n'a pas assez d'argent pour prendre soin de tout le monde. Mais ce n'est pas tous les immigrants. Il y a différentes catégories d'immigration. Ce n'est pas tous les immigrants qui arrivent qui ont besoin qu'on les prenne en charge. Il y en a qui arrivent et qui peuvent directement contribuer à l'économie. Je pense par exemple aux travailleurs qualifiés
qui arrivent ici comme résidents permanents et qui vont directement sur le marché du travail. Je pense aux travailleurs étrangers temporaires qui arrivent et qui sont embauchés par des employeurs dans leur pays. Donc, ça fait en sorte que les entreprises d'ici, dans les pays développés, ne vont pas chercher, comment je peux dire ça, ceux qui contribuent moins dans les autres pays. Au contraire, on va chercher ceux qui contribuent le plus, qui sont allés à l'école, qui sont jeunes, qui ont un profil intéressant, qui peut contribuer à leur économie ici. Donc, si je prends le cas, par exemple, du service de santé, il y a eu beaucoup de recrutement d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignantes à travers la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Ils sont allés récupérer ceux que les États ont formés, qui sont prêts à travailler, pour qu'ils viennent travailler ici. Donc, oui, ça se peut que ce soit lié au fait que quand les gens arrivent ici, ils doivent non, on doit les aider à s'installer. Pas nécessairement. Un travailleur étranger temporaire, quand il arrive, il n'y a pas de programme du gouvernement qui l'accueille à l'aéroport, qui lui paye un loyer ou qui lui donne une voiture pour qu'il se déplace. Il n'y en a pas. Un résident permanent, c'est pareil. Quand il arrive, il n'y a pas d'aide il n'y a pas une limousine qui l'attend à l'aéroport pour dire tu vas aller où, je te paye une semaine à l'hôtel avant que tu trouves ton logement. On doit faire notre chemin. On doit convaincre les employeurs qu'on est prêt à travailler. On doit convaincre les propriétaires de logements qu'on va payer leur logement, qu'on comprend les règles de la loi sur l'habitation et tout ça. Donc, c'est un partenariat, selon moi, l'immigration. Maintenant, je te poserai une question à ce moment-ci. Oui. Puis, genre, on le voit de façon régulière, dans notre région de la Naudière, comme partout au Québec. Ce que tu viens de dire, c'est les travailleurs qualifiés. Oui. Hein? On voit des spécialistes en médecine, par exemple. Oui. Qui sont des personnes de couleur. Oui. Hein? Infirmiers, infirmières, préposés. Est-ce que ça appauvrit... Je me suis souvent posé la question. Oui. On reçoit des gens compétents, oui. D'ailleurs. Mais est-ce que ça appauvrit le pays là-bas? D'origine. Oui et non. Oui, parce que les infirmiers, par exemple, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, une personne qui a le titre d'infirmier, il a la formation et ensuite il a reçu un soutien, parce que c'est pris en charge par l'État, un soutien du gouvernement pour pouvoir compléter sa formation et être accrédité à travailler. Donc, une fois que ces années d'efforts sont finies, il devrait pouvoir contribuer à l'économie et à son pays. Oui, c'est ça. Il devrait. Oui. Mais la population et les personnes qui sont allées à l'école et qui sont diplômées, il y en a beaucoup. Ah, bon. Il y en a beaucoup et qui vivent du chômage. Ah, on va en connaître des infirmiers qui n'ont pas encore de poste d'affectation. On va avoir des professeurs qui ont fini, qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Ah, c'est intéressant de savoir ça, là. Oui. Donc, ça fait en sorte que les gens sont formés, mais ne sont pas en emploi. Nous, on a l'inverse du problème d'ici, en Afrique. Des personnes qui sont prêtes à travailler, mais qui n'ont pas d'opportunité pour aller travailler. Et ça, on pourrait en parler toute la journée ou même des années entières. On a besoin de se structurer un peu plus dans nos pays africains. C'est bon de savoir ça. Merci de me le dire, moi ça me renseigne personnellement aussi. Oui. Bon, il y a une autre catégorie de travailleurs. Je dirais que ceux qui sont travailleurs non qualifiés, comme on peut dire. Là. Je regarde dans notre région de Naudière, proche de chez moi, où ce que je vois là aussi. Il y a un certain nombre de travailleurs qui font des occupations que nous, Québécois, ne faisons pas. Oui. Qu'on pense à des usines de production où les travailleurs étrangers sont majoritaires dans les emplois là, plus difficiles. Exact. Oui. Si on regarde nos champs, dans les champs, l'agriculture. L'agriculture. Oui. Puis dans différentes usines aussi. Comment tu vois ça aussi, cette réalité-là? Mais il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est deux types d'emplois qui sont totalement distincts selon le programme d'immigration. Donc, si je prends par exemple les travailleurs agricoles. Les travailleurs agricoles, ils viennent de façon saisonnière parce qu'on connaît un hiver suffisamment intense. C'est ça. Donc, les gens viennent de pays pas trop loin, donc Amérique latine principalement, pour venir travailler dans les plantations.
Ils viennent pendant la période de semences et de récolte, et puis après ça, le programme est terminé, ils doivent retourner chez eux et revenir l'année suivante. Donc ça, c'est un programme à part. Et oui, effectivement, dans les champs, on ne voit pas de Québécois. On ne verra pas un monsieur ou une madame blanche en train de cultiver la tomate ou de nettoyer les patates. Ouais. Donc ça va être soit des latino-américains ou des... Et oui, c'est des personnes qui viennent de chez eux pour venir rendre service. Parce que sans eux, on n'aurait pas de frites du McDo. Tu sais, sans eux, on n'aurait pas toutes les frites qu'on a dans nos chaînes fast-food. On ne les aurait pas. Si je reviens maintenant, par exemple, aux travailleurs qui sont dans les usines. Oui, c'est ça. Usines de transformation Oui. alimentaire. Oui, oui. Donc, je vais parler du porc ou du poulet. Oui. Nous, dans la Naudière, on a plusieurs usines de poulet et C'est on ça. abat au-dessus de 1 million de poulets par jour. Oui. Au Québec, on consomme beaucoup de poulet. Oui. Énormément. Costco, Oui. McDo, Tim, on est toujours en train de manger du poulet. Et ce poulet-là, ça prend des gens pour l'attraper. Oui. Donc, c'est une autre catégorie de travailleurs saisonniers qui vont venir. Leur job, c'est oui. d'attraper du poulet et de le mettre en cage. Oui. Et ça, ce n'est pas une job qu'un Québécois ira faire. Ensuite, il y a ceux qui vont ouvrir la cage, nettoyer le poulet, le plumer, l'abattre, L'éviscération qu'on appelle. Oui, l'éviscérer et ensuite l'emballer, découper et emballer. Et sur cette chaîne de production-là qui part de l'abattage jusqu'à l'emballage et à l'expédition, on n'a pas de Québécois. Ce n'est pas un emploi que les gens se réveillent un matin en se disant « Moi, dans ma vie, quand je serai plus grand, je vais être emballeur de poulet. » Mais pourtant, on a besoin de consommer du poulet. Et donc, sur ces chaînes de production, on va avoir des travailleurs étrangers temporaires. Donc Mais ça, il y a des travailleurs étrangers temporaires, mais il y a aussi des gens qui restent assez longtemps aussi, là. Oui. On va avoir aussi des demandeurs d'asile, Oui, c'est une autre catégorie, ou des réfugiés, c'est une autre catégorie, ou des fois des résidents permanents qui sont comme en recherche d'emploi ou qui n'ont pas fini encore leur formation. Oui. Et ça va être une transition. Mais la plupart, ça va être des travailleurs étrangers temporaires que l'employeur va débourser des frais, satisfaire les exigences du gouvernement, aller les recruter à l'international, payer des frais de recrutement, des billets d'avion, les aider à s'installer, les loger pour que, quand ils arrivent, ils soient prêts à l'emploi. Les aider à se loger, du moins. Parfait. Et une fois qu'ils sont là, la plupart de ces personnes-là, quand ils arrivent, oui, ils vont faire un travail qui ne nécessite pas une qualification particulière. Mais ils sont eux-mêmes qualifiés avant d'arriver. Donc, si je prends le cas, par exemple, des travailleurs que j'ai contribué à placer, on va parler de personnes qui enseignaient, par exemple, en Côte d'Ivoire, ou de personnes qui étaient électromécaniciens, conducteurs de camions, électrotechniciens, chefs d'usine en Côte d'Ivoire, et puis qui ici se retrouvent à découper et à emballer du poulet. J'ai même des enseignants qui sont sur les chaînes de production. Et ces travailleurs-là, oui, ne font pas un travail qui nécessite une formation, ils vont l'apprendre sur le tas, mais eux-mêmes sont déjà outillés. C'était la seule occasion pour eux d'améliorer les conditions de vie de leur famille. Et là, je vais en venir au programme dont on parle souvent ces temps-ci au Québec, le PEC, qui a été fermé et qui malheureusement impacte, cette fermeture va impacter beaucoup la vie de ces personnes. Alors, je t'arrête ici. Oui. Pour le peuple, on entend beaucoup parler. Oui. Mais premièrement, je veux dire que ce que tu viens de mentionner répond à la première question. Oui. Hein? Parce que dans les médias, on parle beaucoup de ce qu'on a parlé. Ils viennent prendre nos emplois, Oui. on est obligé de subventionner, la capacité d'accueil. Je pense que tu as donné un bon... L'autre côté de la médaille. Oui. De ce que nos amis viennent faire ici. Contribuer ici. Hein? Oui. Ça fait partie de la réalité, ça aussi. Exact. Bon, maintenant, tu nous parles du PEP, on a entendu beaucoup parler, mais j'aimerais ça que tu rafraîchisses la mémoire pour voir qu'est-ce que c'est précisément. Oui, le programme de l'expérience québécoise, en fait, c'était un programme qui existait jusqu'à récemment, jusqu'à l'année dernière, et qui permettait aux employeurs d'offrir une garantie ou une possibilité à leurs employés qu'ils allaient recruter à l'international. Donc, c'était comme un atout. On leur disait, écoutez, venez, vous allez faire cet emploi-là, qui n'est pas trop valorisant à la base, mais qui va vous permettre, après les 2 années que vous allez passer avec nous, de déposer une demande pour être résident permanent. Donc, de sortir du programme travailleurs étrangers et puis d'avoir le droit de travailler, et soit pour moi comme employeur ou pour d'autres personnes. Et ensuite, de faire venir votre famille, donc d'améliorer votre statut. Oui. Donc ça, c'était vraiment le point. Et il y avait un volet spécifique pour ceux qui étaient en transformation alimentaire.
Mais depuis 2025, octobre 2025, ce programme a été fermé. Le gouvernement québécois a dit, on va le changer. On va le transformer en programme de sélection des travailleurs étrangers, donc sélection des travailleurs du Québec, donc PSTQ. On va fermer le PEC et ouvrir le PSTQ, sans transition au milieu. Et en fermant le PEC, ils ont enlevé toute possibilité à ceux qui sont arrivés, bien qu'ils soient qualifiés, mais qui ont consacré 2 années à travailler dans un secteur qui nous apporte à manger sur nos tables à la fin de la journée, un secteur qui est essentiel à la transformation alimentaire. Si ces personnes-là quittent les chaînes de transformation, il n'y a plus de poulet. C'est pas compliqué, là. On n'aura plus de poulet rôti à la fin de notre journée. On court tellement que c'est essentiel, finalement. Mais là, je pense que la PEP vient d'être renouvelée depuis Avec quelques semaines. Madame Fréchette, Oui. elle a annoncé récemment qu'ils vont réouvrir le PEC. Mais à l'heure actuelle où on se parle, on ne sait pas quelles vont être les conditions. Est-ce que les personnes qui ont perdu leur emploi récemment, et le fait d'avoir perdu leur emploi n'est pas lié au PEC, mais plutôt au fédéral. Parce qu'au Québec, on est une province spéciale, dans le sens où on a toujours 2 paliers de gouvernement, même en immigration. Le Québec est la seule province qui intervient directement dans son immigration en sélectionnant ses travailleurs. Même si on n'émet pas de visa, le Québec sélectionne et dit au fédéral, lui je le veux ou lui je le veux pas. Donc le fédéral a fermé le programme, a diminué les quotas, parce que c'est le fédéral qui a le dernier mot, et qui dit aux employeurs, oui tu peux aller embaucher ou non tu peux pas embaucher. Et il y a des quotas. Pour respecter justement les conditions de vie ici, le fédéral a fixé un quota pour la transformation alimentaire à 30% de sa masse d'employés. Donc pour un employeur qui a 100 personnes sur sa fiche de paye, il peut aller chercher jusqu'à 30 à l'international. Il pouvait. Oui, il pouvait, c'est ça. Donc quand ils ont fermé, ils ont réduit le 30% à 20%, ça a obligé les employeurs à ne pas renouveler ceux qui étaient déjà là. C'est ça. Donc, pour ceux qui avaient 30 personnes, ils se sont vus à dire, finalement, j'en ai 10, je ne peux pas vous garder. Et ces 10-là n'ont pas pu déposer de demande de résidence permanente parce que le PEC a fermé. Donc, ils se sont retrouvés avec ces 2 mesures fédérales, provinciales, entre 2 chaises. C'est ça. Et leur famille est de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'en partant de chez nous, on perd ce qu'on avait comme statut social. Parce que la job, là, dès l'instant où tu franchis la porte, quelqu'un d'autre la prend. Il y a plusieurs qui t'attendent derrière. Fait que dès l'instant où tu laisses ton emploi, tu laisses ton assurance maladie privée et que tu pars, quelqu'un d'autre reprend ces places-là. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, ceux qui ont laissé leur emploi ou ceux qui ont laissé les petites opportunités d'affaires qu'ils géraient, parce qu'on a beaucoup de personnes qui... On se cherche, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Ouais. On se cherche, on fait des petits jobs, on fait des petits contrats par jour. Ouais. Donc, dès l'instant où tu pars et que tu laisses ces petits contrats-là, quelqu'un d'autre les récupère. Donc, du coup, en laissant les petites opportunités qu'ils avaient, même si ce n'était pas parfait, ça nourrissait leur famille. On voit la précarité. Oui. Aujourd'hui même, j'écoutais aux nouvelles qu'une industrie qui a employé une centaine de personnes oui. de l'immigration, voilà donc qu'elle ferme son usine pour quelque temps. Et les 100 qui ont un contrat fermé, qu'on pourrait dire, qui était uniquement pour cette usine-là, exactement, se trouvent devant rien aussi. Hein? Oui. Il faut penser aussi à toutes ces personnes qui viennent, hein, exactement, qui retrouvent un statut précaire. Précaire, aussi. Parce qu'on partait avec un tu auras. On se disait, oui. Quand je vais arriver, je vais avoir mieux, je pourrais faire venir ma famille, je pourrais offrir l'opportunité à mes enfants d'aller dans une université qui les enseigne et qui leur donne la possibilité d'avoir un métier. Et on laisse tout ça, on laisse chez nous en se disant qu'on va avoir mieux. Et arriver ici, on coupe l'herbe sous tes pieds, on te dit, finalement, le mieux que tu cherchais, il va être pire. Et tu ne peux pas retourner en arrière. Et tu es dans un pays, tu es seul, pas de réseau, tu n'es pas dans ton pays d'origine, il fait froid. C'est pas évident pour les gens. Ça donne un bon aperçu aussi de la situation. Hein? Oui. Et comme tu es très volubile et tu connais très bien ta matière, ton sujet, oui. Parce que l'émission tire quasiment sa fin dès maintenant, oui. Je dirais, toi, là, devant toute cette situation-là, tu es venu et tu travailles en immigration. Oui.
Alors, qu'est-ce que tu fais pour aider à cette situation-là? Ben, mon entreprise... Et c'est spécialement dans la Naudière? Dans la Naudière, oui. Connexion interculturelle, on a pour mandat d'aider au recrutement à l'international, mais pas seulement. On contribue aussi à l'installation et à l'inclusion des personnes qu'on recrute. Répète donc, c'est quoi? Donc, tu fais partie de... Connexion. Et ça, c'est privé, là? Oui, c'est une entreprise privée. Je travaille avec les entreprises. Donc, les entreprises... Tu es chef d'entreprise à ce moment-là? Oui, je suis propriétaire. Propriétaire? Oui. Bon. Donc, alors, pas nous donner ton entreprise. Oui, c'est ça. Mon entreprise se nomme Connexion interculturelle. Répète donc, tu parles vite, alors répète donc. Connexion interculturelle. Connexion interculturelle. Oui. Donc, je fais du recrutement à l'international, mais parce qu'un employé n'est pas seulement employé, c'est aussi un être humain qui a des valeurs, qui a une culture, qui a une super richesse à apporter. On fait aussi de l'aide à l'installation et à l'inclusion sociale. Donc, tout ce que tu viens de dire de problématique, vous êtes là pour soutenir. Exactement. On va accompagner les personnes là-dedans. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que les personnes qui arrivent ici viennent avec un bagage culturel. Donc, un bagage culturel qui n'est pas celui d'ici et qui vont apporter un regard neuf. C'est comme quand vous allez en voyage, puis que vous voyez dans des pays, oh, ils ont une plage. Si je vivais ici, voici, on commence à rêver, à se faire des projections. Ben, un résident permanent ou temporaire, un immigrant tout court, quand il arrive, c'est la même chose. Il fait des projections. Il se dit, ben, j'aimerais rester, voici comment je veux contribuer. Et si je prends mon cas par exemple, ben, je vais contribuer au milieu social dans lequel j'habite. Donc, à l'école de mes enfants, je vais aller parler de valoriser la diversité culturelle. Je vais aider les enfants à mieux, les jeunes finalement, à mieux interagir entre eux, à connaître le monde. Parce que le monde là, c'est pas juste notre petite région, c'est plus grand. C'est beaucoup plus grand. Donc, c'est d'apporter cette vision-là aux jeunes avec que je côtoie. Il y a aussi l'église. Et là, c'est mon endroit préféré. Ouais. Je vais chanter à la chorale et je vais chanter des chants de chez nous. Donc, ça va apporter du rythme dans mon église. Je vais aussi contribuer à baptême des enfants, par exemple. Je m'implique bénévolement sur ma paroisse. Je suis aussi associée Providence. Je travaille avec les sœurs de la Providence à la Nouraie. Donc, c'est des choses qui, pour moi, contribuent à la richesse de mon milieu parce que je pense que je suis une couleur. Oui, c'est bien dit. Oui, je suis une couleur qui vient pour justement teinter l'environnement. Et je ne suis pas la seule à le penser. La plupart des immigrants, quand on arrive, on se dit, il y a tellement à donner, il y a tellement à faire. Tout ce qui nous reste, c'est qu'on nous laisse juste l'opportunité de nous enraciner. Prendre racine dans le milieu dans lequel nous sommes pour pouvoir fleurir, finalement. Et l'émission achève, là. Oui. Alors, je te demanderais, si les gens veulent communiquer avec toi, soit des gens qui arrivent du pays, soit des gens du pays ici, qui ont besoin, qui sont sensibles à cette dimension-là. Et alors, comment on peut te rejoindre? Et c'est fait. Donc, tu es ici, c'est quoi? Là? Comment quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui est ici, comment communiquer avec toi? Soit sur WhatsApp, sur mon numéro de téléphone ou mon adresse email. Je pourrais le communiquer. Oui. Ça va passer au bas de l'écran. Parfait. Là. Je pourrais le communiquer justement pour que les gens m'écrivent. Alors, c'est ça. Alors, ton adresse, comment tu l'appelles? Marcel Goran, mon adresse courriel, marcelgoran@yahoo.ca. Répète ça parce que tu parles vite aussi. marcelgoran@yahoo.ca. Ouais. Ton numéro de téléphone, tu peux le laisser? Oui, je vais pouvoir le laisser aussi. Alors, c'est quoi ton numéro de téléphone? 514-619-4597. Idéalement, si des entreprises ont besoin d'aide pour l'inclusion, c'est ça aussi. Hein, c'est ça. L'idéal, c'est les entreprises. Parce que justement, accompagner les personnes, je ne veux pas financer mes heures, faire financer mes heures à un individu. Parce que je le sais que les défis qu'ils vivent sont déjà difficiles. Donc, je pense que les entreprises ont intérêt à accompagner leurs employés, justement pour qu'ils prennent racine. Parce qu'une personne qui est bien intégrée est une personne qui contribue au mieux à l'entreprise qui l'a embauché. Et ça vient aussi avec une reconnaissance. Une entreprise qui fait de la place à ses employés a tout à gagner. Loyauté, fidélité, rétention. Donc vraiment, c'est les entreprises qui, je pense, qui gagneraient à aider leurs employés étrangers à rester. Puis actuellement, est-ce que tu as assez de personnes qui font appel à tes services? Quand même. Oui. Je ne m'ennuie pas. Oui, j'ai plusieurs entreprises dans la Naudière avec qui je travaille en ce moment.
Ah ben c'est merveilleux. Oui. Alors, ce qui me reste à dire, dans le fond, là, c'est de te remercier, premièrement. Hein, Merci. te féliciter. C'était un vrai plaisir. Et puis, je pense que là, notre émission, la série d'émissions de l'année 2025-2026 se termine. On est dans les dernières émissions qu'on propose. Mais l'an prochain, j'ai l'intention, tu as tellement de choses, il me semble que tu pourrais dire encore. Oui, que avec plaisir. Je pense que je pourrais te réinviter pour l'an prochain. Puis, deuxièmement, tu chantes, tu dis? Oui, Hey! je chante à la chorale de la Nouraie. Et puis, ben, je t'inviterai à nous présenter quelques chants. Ah, ça va être réellement plaisant pour Ici, moi. hein? Oui. Alors, Adoration, idéalement, oui. ouais. Si on peut se faire un moment d'adoration, je ne sais pas ce qui est Ben possible. Là, oui. On pourrait te réinviter pour tout ça. Oui. Alors, il me reste à te remercier beaucoup. Et puis nous dire, peut-être on a 2 minutes qui restent, Oui. là. Peut-être nous dire toi-même pourquoi tu es arrivé ici. Réponse simple pour mes enfants, Ah oui? pour offrir un meilleur avenir à mes enfants. Mais tu as déménagé avec ta famille? Oui, mon mari et mes 3 filles. Comment tu as fait? Parce que c'est assez rare. On a fait une demande de résident permanent. Donc, on est arrivé comme résident permanent directement. La démarche a duré 4 ans. On a payé des frais au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et des honoraires dans un cabinet. Puis, ils ont fait la démarche pour nous. Donc, au début, on n'était pas 5. Je suis arrivée enceinte de ma deuxième. Puis, ma troisième est née ici. Donc, c'est un peu ça le... Ton mari, quelle était son occupation? Mon mari, il allait à l'école. Quand il est arrivé, il avait un BTS en logistique, mais on a estimé qu'il était mieux. On a estimé. Il fallait qu'il aille à l'école. Parce qu'avoir un diplôme au Québec t'offre plus de chances d'accéder à un emploi décent. Donc, ça, c'est une réalité qui est pareille pour qu'on soit résident temporaire ou permanent. Donc, il allait à l'école, il a obtenu son bac en logistique et en transport. Un baccalauréat à l'ETS. Et depuis, il est ingénieur dans ce domaine-là, gestion de la logistique et du transport. Oui. Et toi, tu as milité avec quel emploi? Moi, je suis arrivée avec un baccalauréat en administration qui a été reconnu par le ministère de l'Immigration parce qu'il faut faire l'équivalence de nos diplômes acquis hors Québec. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'emploi dans ce domaine. J'ai commencé dans le communautaire, en immigration. Oui. Et puis après, je suis partie à mon compte une dizaine d'années plus tard. Et tout ça, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 17 ans. Oh, déjà, ça fait toute donc, une vie. Tu connais la situation beaucoup. Oui, je l'ai vécu, j'ai travaillé dedans, puis j'accompagne beaucoup de monde. Fait que oui, la situation, je la connais. Alors, la bienvenue t'a été souhaitée par beaucoup de personnes. Oui. Je te l'aurais dit à mon nom. Merci beaucoup. Alors, bienvenue. Entre autres par votre ami Jean-Guy Piette, Denis et Mireille. C'est ça, j'ai des bons amis qui te connaissent. Hein? Oui, oui. Puis même Monseigneur Lévesque m'avait suggéré de t'inviter aussi. Monseigneur Corriveau. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Meilleurs vœux, puis on se retrouve l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Merci. Eh bien, chers amis, on se retrouve nous aussi la prochaine émission.